Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nice. On est très content de vous accueillir comme chaque semaine, d'autant plus que ça y est, c'est la reprise officielle du championnat pour l'OGC Nice. Un match nul, un partout sur le terrain du TFC au Stadium, un match nul encourageant, même si je pense qu'il y a des choses à redire. Mais en tout cas, on a vu du foot, on a vu du spectacle, et puis on est très content surtout de revenir à la compétition. On va parler de ça avec nos chroniqueurs. On va aussi forcément parler du mercato et notamment de la piste Boulaïdia qui se serait réchauffée ces dernières heures. Mais sans plus attendre, accueillons nos chroniqueurs, mes invités. On va commencer par Alric. Salut Alric, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être là parce que c'est la reprise, parce qu'il y en a vu un match plutôt encourageant, comme tu l'as dit, et parce qu'il y a plein d'enseignements à en tirer. Voilà. Plein de choses à dire. Et il y a Jérémy également qui nous accompagne pour un peu tirer les enseignements de cette rencontre. Salut Jérémy, comment tu vas? Salut Sky, salut Elric et salut à tous. Bah écoute, ça va bien. Un petit peu frustré par ce match, mais on a vu quand même de belles choses, donc on va en parler. De belles choses, de moins belles choses hein, aussi. On va parler de tout ça forcément, mais bon, comme vous souhaitez le souligner, je partage plutôt votre avis. Il y a quand même eu des choses encourageantes. On a vu un beau spectacle. De toute façon, en tant qu'amateur de foot, on craignait un peu le 0-0 pourri écrasé par la chaleur, mais du coup, les deux équipes nous ont quand même montré quelque chose de séduisant. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Mais avant de parler du terrain et de la rencontre, parlons un peu quelques minutes du mercato et de la piste Boulaïdia qui se serait réchauffé ces dernières heures selon la presse locale de Villarreal. Le club espagnol et l'OGC Nice qui seraient en négociation avancée pour un prêt de l'ancien attaquant du Stade de Reims. C'est les conditions de l'option d'achat et du prêt payant qui seraient encore en négociation entre les deux clubs. On sait que Villarreal voudrait, toujours d'après les sources espagnoles, un prêt payant de 2 millions d'euros avec une obligation d'achat à hauteur de 10 millions d'euros. L'OGC Nice propose 1 million d'euros plus une option et non une obligation à hauteur de 9 millions, même si ce serait avec des clauses assez faciles à atteindre, comme le temps de jeu de Boulaïdia ou le maintien de l'OGC Nice en première division. Donc voilà, on est vraiment sur des détails. Alors, pas plus d'infos que ça à vous donner à titre personnel, mais quand on en est à négocier ce genre de détails, c'est qu'a priori, le deal devrait quand même se faire ou aboutir. On sait qu'on attendait peut-être davantage Marcus Thuram à ce poste-là. Ça a l'air d'être bien parti pour lui de rester à Mönchengladbach, même si on ne sait jamais en période de mercato. Si d'aventure ce devait être Boulaïdia, notre prochaine recrue en attaque, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Un nom moins clinquant, mais un attaquant qui a montré par le passé qu'il était en capacité de stater en Ligue 1 et qui a eu une expérience honorable dans un club européen qui a fait de très belles choses en Coupe d'Europe, en plus ces dernières saisons. Vas-y Jérémy, je te laisse commencer. Merci. Ouais, son profil, moi, me plaît plutôt. J'en ai un bon, voire très bon souvenir de son passage à Reims. Donc, il connaît déjà la Ligue 1, ce qui peut être un plus. Il a un profil vraiment polyvalent, il est puissant, et même il est pas mauvais techniquement. Donc, je pense que ça peut vraiment être un atout pour nous. Qui plus est, il a en plus une expérience comme tu l'as dit, là, en Ligue des Champions avec Villarreal. Donc, je pense que ça peut être une bonne recrue. En tout cas, je pense qu'il peut nous apporter et surtout sur le front de l'attaque. Donc on va y venir pour le débrief du match, mais je pense qu'il peut vraiment nous apporter de bonnes choses. Donc moi, cette rumeur ne me déplaît pas, au contraire. Alors, c'est sûr qu'elle peut paraître être beaucoup moins clinquante qu'un Ramsey, qu'un Thuram ou des choses comme ça. Mais clairement, c'est un profil qui est intéressant dans le sens où il y a de l'expérience en Ligue 1 et c'est ce qui nous a fait souvent défaut. Je me répète, hein, mais c'est le cas ces dernières saisons. Et lors de cette saison 2020-2021, c'est 36 matchs, 14 buts, c'est absolument pas négligeable. Et en plus, c'est un profil un peu physique, pardon, un profil un peu similaire physiquement par rapport à Evan Guessant. Donc, écoute, moi je dis pourquoi pas. Il aura forcément quelque chose à apporter et il pourra ouais, justement être un bon soutien peut-être à Andy Delors qui a montré quelques difficultés aujourd'hui. Ouais, effectivement, on va en parler de la prestation de nos attaquants lors de cette rencontre face au TFC. Une saison un peu plus en demi-teinte du côté de Villarreal, même s'il faut relativiser, il était quand même beaucoup dans un rôle dans la rotation. Il s'en sort en 35 apparitions avec 7 buts et 6 passes décisives. Si tous nos remplaçants, tous les joueurs dans la rotation offensive à l'OGC Nice avaient de tels stats, je pense qu'on n'aurait quand même pas trop à se plaindre. Donc voilà, on attend que ça soit officiel, bien entendu. On attend que les deux clubs terminent les négociations à
ce sujet. Le mercato nous pousse à être prudents de toute façon avant d'annoncer quoi que ce soit. Mais voilà, Boulaye Dia qui est depuis quelques semaines sur les tablettes de l'OGC Nice, les négociations se rapprochent, les positions voilà, se rapprochent et ça se réchauffe doucement. On en parlera peut-être à l'avenir, mais en tout cas, concentrons-nous sur le match d'aujourd'hui, sur le terrain face au TFC. Un partout, l'OGC Nice ne pouvait gagner sans Bassem Srarfi à Toulouse. Bon voilà, blague à part. Des regrets peut-être sur la fin de match, mais un score globalement logique au vu des performances des deux équipes sur l'ensemble du match. L'OGC Nice a été un peu friable derrière, a montré des belles choses devant et surtout a montré de très très belles choses en sortie de banc. Qu'est-ce que vous retenez en quelques mots de cette rencontre avant de s'attaquer un peu plus concrètement aux performances individuelles et collectives? Est-ce que voilà, vous retenez l'égalisation et la poussée en fin de match? Est-ce que vous retenez les trous d'air peut-être en première période? Quelle impression cela vous laisse? Bah, à la fois logique et à la fois très frustrant. Alors logique parce que 30 minutes de trous et de vrais trous parce que Toulouse nous a mis en très très grande difficulté. Eh bien, on se fait punir de manière inévitable. Après, c'est frustrant, notamment en première mi-temps, parce que malgré tout, dès que tu mets un petit peu de vitesse, que tu arrives à faire les décalages, tu te crées de très nettes occasions. C'est pas illusoire de le dire. Je veux dire, si Yamin Gouiri cadre sa première frappe, tu mènes au bout de la deuxième minute de jeu. Euh, et après, c'est frustrant parce qu'en fin de match, lorsque tous les rentrants sont sur le terrain, eh bien, on a une équipe de l'OGC Nice beaucoup plus entreprenante, une équipe de Toulouse qui baisse le pied physiquement, mais qui aussi fait peut-être par manque d'expérience, est un peu plus friable. Et t'es à deux doigts de gagner cette rencontre parce que tu te crées deux occasions très très nettes dans les 5 dernières minutes. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense que les deux équipes ont fait un match très très correct et que le match nul est logique. Donc pour moi, c'est un bon point. Moi, je trouve aussi que le match nul est logique parce que bon moi je m'attendais comme je l'avais dit sur le dernier podcast face au Torino, moi je m'attendais à un match très compliqué parce qu'on sait très bien que les promus quand ils arrivent en Ligue 1, le début de championnat est très très bon généralement. En plus Toulouse a fait une excellente année l'année dernière en Ligue 2, a terminé champion. Donc moi je m'attendais vraiment à un match compliqué. Au final on repart avec un point, donc c'est pas si mal. Après voilà, je suis un petit peu frustré aussi parce qu'on loupe, on loupe beaucoup d'occasions en fait au final par l'intermédiaire d'Andy Delors et de d'Amine Gouiri devant. On aurait pu aussi en encaisser quelques-unes, donc voilà, c'est pour ça que je dis que le match nul est plutôt logique et mérité pour les deux équipes. Après voilà, moi ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'en première mi-temps, en fait, on a quasiment, mis à part Alexis Beka, on a le même 11 quasiment que l'année dernière, ou alors avec 11 joueurs qui étaient là l'an passé. Et on retrouve des problèmes que l'on avait déjà l'année dernière dans l'animation du jeu et dans aussi le réalisme offensif. Et après, bon, le très bon point, c'est l'entrée de nos remplaçants en seconde mi-temps, notamment Mario Limina, Aaron Ramsey, Bilal Brahimi et Rare Chili qui ont tous fait une très bonne entrée. Et pourquoi pas plus de temps de jeu pour eux dès la semaine prochaine, je l'espère. Alors on va en parler de cette hiérarchie qui risquerait d'être bouleversée, même si j'ai l'impression qu'on en parle un peu podcast après podcast, mais que ça ne se traduit pas toujours sur le terrain. Mais bon, les matchs avançant, je pense que certains devraient peut-être laisser leur place dans le 11, mais on y viendra. Parlons de ce 11. D'abord, bon, pas trop de surprises, si ce n'est peut-être la titularisation d'Alexis Beka, même si on sait depuis quelques jours maintenant qu'a priori, il viendrait pas non plus tout à fait pour être dans la rotation, mais bien pour jouer crânement sa chance et intégrer le 11 titulaire. Il y a quand même des motifs de satisfaction dans ce 11. Bon, commençons par on va dire par le plus simple et par ce qu'on risque de répéter 38 fois cette saison, mais bon, Kefren Turam, Impérial, peut-être le meilleur niçois, en tout cas facilement dans le top 3 des meilleurs niçois aujourd'hui. Dans les titulaires, en tout cas oui, parce que il a fait du Kefren Turam, c'est-à-dire que percussion, accélération, il arrivait à créer du décalage et à créer du déséquilibre dans la défense toulousaine. Je regrette un petit peu qu'on ait vraiment eu ce trou d'air en première mi-temps, ce qui nous a pas permis justement de créer une vraie emprise, notamment après la première occasion de d'Amin Gouiri qui avait donné un peu le ton. Clairement, oui, ça peut être sa saison. Après, dans ce 11 titulaire, je suis plutôt content que le coach, fort logiquement, ait laissé Marcin Buka dans les cages. Il n'a pas fait un mauvais match. Il a plutôt été
je dirais rassurant et solide quand il a fallu, parce que bah, il s'est retrouvé notamment face à l'attaquant toulousain, je me souviens pas de son nom, où il arrive à faire l'arrêt qu'il faut et le ballon finit sur le poteau. Après Todibo, bah, masterclass hein, défensive, hein, il a réussi à faire le travail pour deux défenseurs, je pense à Dante et Melvin Barr qui ont été très très en difficulté. Voilà. J'aimerais bien justement que la semaine prochaine, face à Toulouse, on voit quelques changements dans ce 11. Bah voilà, parce que Brahimi a fait une belle rentrée, parce que Aaron Ramsey a montré que c'était un joueur de grande qualité, même si j'assume parfaitement le fait que j'en voulais pas à la base, bah, je suis obligé On de, était unanime sur le sujet, Alric, hein. De voilà, c'est toute ça. façon, Je suis obligé de reconnaître que dès qu'il est rentré, dès son deuxième ballon, il marque et un sacré but. Et puis son toucher de balle, sa qualité de passe, il a tenté deux trois centres un peu compliqués dans la surface qui aurait pu faire mouche. Je me dis ok, bah c'est un joueur de classe mondiale et je comprends pourquoi il risque d'apporter beaucoup à l'OGC Nice. Voilà. Après BKBK, j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé sobre mais il y a quelque chose qui fait que je l'aime bien. Dans sa prise de balle, dans ses accélérations, il y a quelque chose qui fait que je l'aime bien. J'ai envie de le revoir. Après, je pose la question, est-ce que un joueur comme Dante, on sait qu'il lui faut du temps, mais est-ce qu'un joueur comme Dante, par exemple, il faudrait pas commencer à envisager de le faire pas jouer, de le faire jouer pas forcément tous les matchs, parce que là, pour le coup, il a été très, très, très en difficulté, mais j'ai eu l'impression que dès que l'équipe en deuxième moitié de deuxième mi-temps était plus en maîtrise, lui a commencé à être un peu mieux. C'est mon impression personnelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il faudra forcément que ça tourne et qu'il y ait des changements dès la semaine prochaine, parce qu'il y a des joueurs qui ont été très en difficulté. alors tu parlais de la défense, hein, notamment, c'est peut-être, je pense, le registre qui a été le moins efficace Et puis Andy Delors aussi devant, mais bon, on dans y cette reviendra. rencontre. Et après, on viendra à l'attaque, effectivement. Jérémy, voilà, cette défense, on sait que Dante, et je me souviens très bien que l'année dernière, à la même époque, on disait toute notre, enfin, il y avait peut-être quelques difficultés avec Dante et qu'en fait, je pense que c'est avec l'avancée de la saison qui prend aussi confiance physiquement et que les choses s'améliorent. Est-ce que c'est encore pareil cette saison? Il faut être patient avec Dante le temps qu'il se mette dans le bain de la compétition. Est-ce que c'est la saison de trop? Bon, c'est un peu compliqué à dire au bout d'un match, mais voilà, est-ce que pour toi, là, la défense, et quand on dit Dante, il y a aussi forcément Melvin Barr dont il faut parler, peut-être Jordan Lotomba également, mais est-ce que cette défense est amenée à être le point faible de l'équipe pour les prochaines semaines? Alors sur ce match, surtout en première mi-temps, oui, ça a été quand même un des gros points faibles, surtout notre côté gauche avec Dante et Melvin Barnes. Alors pour la saison de trop, pour Dante, je pense pas que ce soit quand même une saison de trop, parce que quand même il maintient sur certaines séquences de jeu, on voit qu'il a toujours un excellent niveau. Après, bon, on n'en a pas vraiment parlé sur la préparation estivale, mais c'est vrai que sur certains matchs, on voyait que des fois dans certains duels, dans l'anticipation, il est commencé un petit peu à baisser. Là, sur ce match, oui, il a été bien plus en difficulté. Alors, la saison pro, moi, je pense pas, mais je pense par contre qu'il va laisser petit à petit sa place, peut-être, soit à Flavius Daniluc, soit à Mattia Vitti, on verra. Je pense il va jouer moins de matchs que la saison dernière, ça c'est sûr. Après, par contre, oui, l'autre souci de la défense, ça a été notamment en première mi-temps, parce que je pense qu'en seconde mi-temps, ça a été quand même un peu mieux. Mais en première mi-temps, Melvin Barnes a eu beaucoup de soucis. Peut-être aussi un petit peu tout seul à gauche, hein, il faut le dire. Mais c'est vrai il avait l'air toujours un petit peu en retard, un petit peu, comment dire, Beaucoup toujours un pris petit dans le peu mal. dos, hein. Voilà, Énormément pris dans beaucoup le pris dos. dans le dos. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que bon, je trouve que l'année dernière, pour une première saison professionnelle, je l'avais trouvé plutôt convaincant, surtout en début de saison. En fin de saison, il commençait vraiment à avoir des difficultés, mais bon, je me disais que c'était parce qu'il était un petit peu tout seul à gauche et qu'il commençait à avoir du mal physiquement. Là, le fait est qu'il a fait un match à l'image de sa fin de saison et que bon, je pense que qu'un renfort à gauche, que pour l'équipe et même pour lui, pour qu'il apprenne et qu'il puisse souffler un peu, ça lui fera du bien. Donc voilà, j'ai pas envie de tomber sur Melvin Barnes parce que ça reste quand même un bon joueur, moi je trouve, qui bon, il fait l'objet de beaucoup de critiques, mais moi je trouve quand même qu'il a longtemps fait le travail. Mais voilà, je pense qu'une arrivée à gauche, ça fera du bien à l'équipe, mais aussi à lui. Oui, c'est clair que peut-être le moins bon niçois
pas aidé par sûrement le deuxième moins bon niçois qui était devant lui à gauche. Voilà, un côté qui a quand même beaucoup souffert. Et ce n'est peut-être pas pour rien que sur les 3 recrues qui restent à faire à l'OGC Nice, il y a un latéral et un ailier gauche de toute façon. Parce que Ouais. très clairement, c'est le secteur à renforcer, si ce n'est pas à renforcer, en tout cas dans lequel il reste à installer une concurrence bénéfique pour faire souffler tout le monde et motiver à fond tout le monde aussi pour que les joueurs se sentent un peu tous concernés. Bon, la défense amenée à s'améliorer. On sait qu'on s'est quand même renforcé, comme vous le disiez, avec Mathia Vitti, que Youssef Attal est amené à jouer à droite aussi, certainement prochainement, en tout cas, on l'espère. Vous parlez de Marcin Bulka, bon, une sortie hasardeuse sur un contre Ah toulousain, oui, mais ouais. globalement un bon match, patron dans sa surface, une frappe déviée sur le poteau. Il peut pas grand chose sur le but toulousain qu'on peut peut-être imputer à Dante plutôt qui gêne un peu la sortie de Bulka sans vraiment aller au duel avec l'attaquant toulousain. Par contre, on a vu un Kasper Schmeichel extrêmement présent alors qu'il n'était pas sur la pelouse. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour les gens qui ont vu le Entraîneur match. adjoint. Voilà, sur Amazon notamment, c'était vraiment l'entraîneur adjoint. Il venait beaucoup parler aux joueurs pendant les postes fraîcheurs, motiver les entrants. C'est déjà, on se posait la question dans notre podcast avec notre ami de Leicester City France, est-ce qu'il pouvait avoir ce rôle de grand frère et de capitaine de vestiaire dans cette équipe? Ben, très clairement, la réponse est oui après un premier match et même pas un match sur le terrain. Ah, mais complètement. Et en plus, ça conforte justement ce que disaient les journalistes de Sky Sport en première ligue, c'est que c'est un joueur qui est important sur et en dehors du terrain. C'était un des patrons dans le vestiaire à Leicester. Et ça fait énormément plaisir de le voir déjà dans ce rôle-là à l'OGC Nice, d'autant plus que il l'avait dit dès son arrivée, on avait pu le constater aussi, il comprend un petit peu le français plutôt bien, il a tout fait pour commencer à l'apprendre très rapidement, il avait déjà des bases avant même d'arriver, donc voilà, il a très envie de s'intégrer au plus vite pour apporter son expérience, et j'ai énormément aimé de le voir, aller voir Dante, aller voir les joueurs un peu plus jeunes et de leur dire voilà c'est bon, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Et je pense que ça va être un joli apport en plus, en dehors de sa qualité footballistique évidemment. Et je pense aussi que Lucien Favre apprécie ce genre d'initiative venant d'un joueur comme ça. Oui, complètement. Moi, j'attendais, outre le talent de Kasper Schmeichel et aussi bon, de Aaron Ramsey, là où je suis content, on va dire, de leur arrivée, enfin plutôt les gros points positifs de leur arrivée, c'est notamment leur aura, en fait, je pense. C'est des joueurs qui vont porter l'équipe, qui dans les moments compliqués vont trouver les mots, je pense. Et justement, ben, quand on voit Kasper Schmeichel qui est là, qui harangue un petit peu tout le monde en bord de terrain, ça fait plaisir à voir. Je pense que c'est ce qui manquait un petit peu les dernières saisons à notre équipe, à notre projet. Et je pense que les dirigeants l'ont très bien compris. Et c'est pour ça qu'ils ont recruté ces deux joueurs-là. C'est des joueurs qui ont quand même beaucoup de vécu, qui ont quand même une grosse carrière. Donc je pense que ça fait tout de suite un très gros effet positif dans le vestiaire. Donc à voir sur les prochains matchs. Mais je pense que leur rapport dans le vestiaire en tout cas déjà ne peut être que bénéfique. À voir sur le terrain, effectivement, pour Kasper Schmeichel. On a déjà vu sur le terrain pour Aaron Ramsey, du coup, rentrant et buteur. C'est du velours, c'est du petit Voilà, sur velours. son deuxième ballon. Bon, après, Alric, pour éviter de nous auto-flageller sur notre réaction lors de la dernière émission, on n'avait pas trop de doutes sur la qualité du joueur. Là, on a un Non, peu non. plus de doutes, c'est sur sa capacité à enchaîner les rencontres et on espère qu'il pourra Même les qu'il pourra le journalistes faire. d'Amazon le disaient. Même les journalistes d'Amazon le disaient. Ils disaient que le principal doute qui émane chez Aaron Ramsey, c'est son physique. Si son physique le laisse tranquille toute la saison, ça sera un des meilleurs joueurs de la saison, sans aucun doute. Si malheureusement il n'arrive pas à enchaîner, mais qu'il a beaucoup de pépins physiques, ça va être compliqué. Après, la qualité footballistique, personne ne l'a jamais remise en cause. En tout cas, pas nous. Mais quand je me souviens que lorsque j'avais dit non, clairement non, c'était parce que j'avais pas envie d'avoir un joueur qui connaisse plus l'infirmerie que le Oui. terrain de foot. Et bon, ben, pour un premier match, c'est un très bon début. Ben, je lui souhaite de me faire mentir et de nous faire mentir à tous, et surtout de continuer comme ça. En tout cas, on a envie de très très vite le revoir, hein. C'est Ah oui, déjà, clairement. c'est déjà positif pour cela. Je voudrais rester sur le positif avant de sortir un peu les couteaux.
Les entrants, hein, tu en parlais, Alric, il y a quelques minutes. Je pense que tous ont apporté quelque chose. Tous. Bon, Aaron Ramsey, voilà, on a parlé de son but, de sa qualité de son toucher de balle, tout ça, mais il y a pas que lui. Parlons de Mario Lemina, parce que Mario Lemina serait plus ou moins sur le départ. La presse turque commence à parler d'un intérêt notamment de Trabzonspor. Plus le temps passe, et on s'est déjà fait la réflexion lors de la préparation des matchs amicaux du mois de juillet, moins en fait on comprendrait en tout cas sportivement l'intérêt d'un départ de Mario Lemina. Alors bien sûr, on comprend au niveau stratégie club, c'est un des plus gros salaires. Si on ne souhaite pas en faire un titulaire, effectivement, il y a peut-être moyen de rationaliser la masse salariale de l'effectif et de donner son salaire à quelqu'un qui pourra prétendre à une place dans le 11. Mais sportivement, Mario Lemina ne nous a jamais déçus, que ce soit quand il était titulaire en début de saison dernière, quand il était entrant en fin de saison passée. Là, il rentre, il apporte tout de suite de l'expérience, de l'impact dans le duel face au milieu du TFC. Est-ce qu'au final, même si effectivement c'est un des trois plus gros salaires du club, il n'y a pas intérêt à le garder? Et je dirais même, est-ce qu'au final, il n'aurait pas quand même sa place dans le 11, par exemple, à la place d'un Pablo Rosario? C'est compliqué, je trouve, parce que enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué d'un point de vue footballistique et sportif de le mettre dans l'équipe. Maintenant, je suis curieux de savoir un petit peu comment le club compte le gérer et si lui accepterait peut-être de pas toujours être titulaire. C'est là que règne, je pense, principalement la difficulté. Tu le disais, c'est un des plus gros salaires, mais et donc je pense que en fait le doute vient de ce point de vue-là. Il est extra sportif, je pense, le doute autour du fait de garder Mario Lemina. Mais clairement, sur ce match-là, c'est presque un game changer au niveau mental, parce que loin de moi l'idée de dire que il est rentré à la place de BKBK, c'est ça? Si Hmm. je dis pas de bêtises. Loin de moi de Rosario. dire de Rosario, pardon. Ben voilà, il a apporté beaucoup plus que Rosario sur ce match. Il a amené l'impact qui manquait, je pense, au milieu de terrain, et combiné à toutes les bonnes entrées de nos entrants, bah, carrément, ça a changé le visage de l'équipe. Donc à voir un peu sur la durée, à voir comment ce que lui propose le coach et le club d'un point de vue plus global. Mais clairement, il a fait une très bonne rentrée, et ce sera un peu dommage, sportivement parlant, de s'en séparer. Maintenant, bah voilà, il n'y a pas que le sportif qui compte, et peut-être que il y aura une raison qui fera qu'il sera plus avec nous à la fin du mercato, mais ça pour l'instant on peut pas le dire. Bon, a priori, il est quand même moins près de la sortie qu'un Morgan Schneiderlin, qui lui a Ah oui, carrément c'est été sûr. laissé à Nice. Parce que si tu emmènes Mario Lemina et qu'en plus tu le fais rentrer sur le terrain, c'est que bon, s'il y a négociation pour une sortie, elles ne sont pas prêtes de toucher au but. Jérémy, quelques mots peut-être sur Mario Lemina, et puis après, de toute façon, passons aux autres entrants. Ouais, bah voilà, comme tu viens de le dire, je pense qu'en fait, s'il est rentré en jeu quand même une bonne demi-heure, ça m'a surpris, mais agréablement, parce que je pense que, enfin moi, je garderai Mario Limina en tout cas, parce qu'il a quand même, il apporte énormément, que ce soit à la relance, même sur ce match ou dans les autres matchs, et à la récupération. Je trouve qu'il a vraiment soulagé toute l'équipe en fait. Alric parlait en début d'émission justement que Dante en fin de match, ça allait un peu mieux. Je pense que l'entrée de Mario Limina n'y est pas pour rien. Oui, clairement, il a fait une très bonne demi-heure, et on a vu que son entrée a apporté. Donc moi, je le garderai. Après, oui, c'est vrai qu'on en parle sur le départ, mais c'est vrai que le fait qu'il soit là dans le groupe et qu'il ait joué, je pense que c'est pas, voilà, c'est pas si acté que ça qu'il soit sur le départ. Donc moi, en tout cas, j'espère qu'il va rester, parce que je pense que ça reste quand même un cadre et un joueur important. Mais il a aussi du vécu, il a quand même joué pas beaucoup de matchs dans sa carrière. Je pense qu'il peut vraiment encore nous apporter, et ça serait dommage de le voir partir au bout d'une saison. Un autre entrant qui a quand même marqué des points, lui n'est pas sur le départ parce qu'il vient d'arriver, c'est Bilal Brahimi. Alors on sait que Bilal Brahimi, c'est un joueur particulièrement clivant, hein, un peu à la manière d'Alassane Plea lors de ses premières années. Bon, force est de constater qu'il est décisif, hein, sur cette rentrée. Il a montré des choses très intéressantes. On sent en fait que voilà, il monte aussi en puissance, en confiance. Peut-être est-il aussi mieux utilisé par le coach Favre, mais voilà, passeur décisif, voilà, il perfore toute la défense
toulousaine pour servir Aaron Ramsey. Ça suit des bonnes performances aussi en match de préparation. Est-ce que selon vous, Bilal Brahimi a plus à jouer qu'un rôle dans la rotation, ou alors est-ce que ce rôle d'entrant en fin de match avec voilà, sa capacité à prendre la profondeur supérieure à ses concurrents et aussi son physique, le bison comme l'appelaient les commentateurs d'Amazon, n'en font pas voilà, un impact player, un game changer en fin de rencontre très utile pour faire sauter éventuellement un verrou et déverrouiller certaines situations comme aujourd'hui. Vas-y, Jérémy. Bon, alors moi, Bilal Brahimi, je pense que bon, tout le monde l'a compris, je l'aimais bien, mais c'est vrai que bon, force est de constater, comme tu l'as dit, qu'encore une fois, il a fait une bonne entrée. Alors, c'est vrai qu'au début du match, il a fait deux, trois petites glissades, il s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais bon, je pense qu'en fin de match, l'action qu'il fait, justement, elle est décisive, hein. Il fait une super action et une bonne passe dans le bon tempo à Aaron Ramsey. Moi, je trouve qu'il a vraiment un profil qui est très important dans l'effectif que l'on a actuellement, à l'instant T, parce qu'il apporte une percussion et une puissance que, pour l'instant, à part lui, on n'a pas vraiment. Là, on l'a vu en fin de match, c'était super important qu'il soit là. Après, je pense qu'en début de match, il peut aussi apporter. Donc, enfin, il peut vraiment aussi apporter, peut-être moins qu'en fin de match, où justement, comme on l'a dit, avec les organismes fatigués de nos adversaires notamment, la différence se fait encore plus. Mais je pense que de par son profil et de ses qualités, il peut apporter même en tant que titulaire. Et bon, comme on va y venir après, au vu du match de certains de nos attaquants, ça fait quelques temps que ça dure, pourquoi pas lui donner sa chance au vu de sa bonne préparation et de sa bonne entrée. De toute façon, je pense que s'il répète les bonnes entrées, il aura sa place en tant que titulaire, et encore plus parce que le calendrier est chargé, que le rythme Mm. des matchs est très important. Comme je l'ai dit sur Twitter, et je le redis là sans problème, j'ai trouvé le début de sa rentrée un peu compliqué parce que beaucoup de glissades, à tel point que les commentateurs d'Amazon se sont posé la question s'il était bien, s'il avait mis les bons crampons, parce que en 5 premières minutes, 3 ou 4 glissades, et ça a empêché justement à l'équipe de développer des attaques. Sur son côté gauche, c'était un peu brouillon. Voilà, je l'ai dit comme ça et je le pense. Ceci dit, une fois qu'il est repassé sur le côté droit, ce que je pense être son côté préférentiel, il a montré de la percussion qu'on lui connaît, les dribbles et les accélérations qu'on lui connaît, et sa passe décisive, elle est justement comment dire, elle est justement sa qualité principale, dans le sens où voilà, il perce, il crée un décalage et il arrive à trouver dans le bon tempo les joueurs bien placés. Donc évidemment qu'il a fait une bonne entrée. Voilà, après il fait encore un peu quelques petites erreurs, mais ça fait partie de son apprentissage. Et s'il continue à performer comme ça en tant que joker, parce que moi je l'aime bien dans ce rôle de joker, il aura sa chance en tant que titulaire, à n'en point douter. Dans son duel à distance avec un Calvin Stengs, qui a quand même rendu une copie, il me semble, plus Honorable. que, plus que correcte, hein, une occasion avec un tir sur la barre, deux centres dangereux. On va dire que s'il avait fait un match de ce niveau-là lors de toutes ses apparitions la saison dernière, on se poserait beaucoup moins de questions sur Calvin Stengs. Bon, c'était peut-être un peu plus compliqué défensivement après, à savoir est-ce que c'était les consignes qui lui étaient données, mais avant les entrants, et on va venir à Rare Chilier qui est le dernier du coup des entrants du jour, avant l'entrée des joueurs offensifs en fin de rencontre, Calvin Stengs c'était probablement le meilleur des trois devant. Est-ce que vous pensez que cette affirmation est conforme à la réalité? Oui. Mm. Oui, totalement, oui. Oui, c'est Et le pour, seul qui a montré des choses, on va dire, en première mi-temps et qui les a réussi. Donc c'était pas mal. Il est en progression par rapport à l'année dernière. Donc c'est C'est encourageant. sûr, il est pas ultra dribbleur, il est pas très rapide en termes de vitesse, mais on voit très bien qu'il y a quelque chose avec ses pieds, quoi. Il a de la qualité, il a réussi ses centres, c'est quand même, je crois que c'est même le seul en première mi-temps qui a réussi à faire ça. Il s'est créé une énorme occasion. Il aurait pu débloquer le match pour nous en fin de première mi-temps. Non, moi je pense qu'il a fait un match honorable et je le dis sans problème. J'ai beaucoup de soucis à lire que c'était catastrophique. Non, c'était pas catastrophique, c'était pas incroyable, mais à l'image de l'équipe en première mi-temps, mais c'était pas catastrophique. un autre entrant, donc le dernier, c'est Rare Chilier, comme je le disais.
Là, très clairement, je sais, je m'efforce vraiment de ne pas m'enflammer sur ces deux entrées, que ce soit face au Taureau ou face au TFC aujourd'hui. Moi, il m'a vraiment fait me poser la question de déjà d'où sort ce gamin quand même, et également, en fait, qu'est-ce que on se demande ce qui le sépare encore d'une place dans le 11, puisque à chaque fois qu'il est rentré, il a montré qu'il était quand même largement supérieur à ses concurrents, et notamment au poste d'ailier gauche. Et tout de suite, il a apporté quelque chose dans le jeu, enfin une espèce de simplicité et d'élégance que j'ai rarement vu chez un aussi jeune joueur à l'OGC Nice, et que j'ai surtout rarement vu dans un joueur qui vient d'arriver et qui ne connaît pas encore ses coéquipiers. Mais en fait, très clairement, en 20 minutes, enfin un peu plus, une demi-heure, je trouve qu'il a aussi largement participé à son niveau à débloquer la situation, et surtout à inverser complètement la tendance dans ce qui est de l'animation offensive qui était, pendant la première heure de jeu, somme toute assez rouillée. Comme le disait Foot Roumain, il nous disait que d'un point de vue physique, souvent, la différence entre le championnat roumain et le championnat français pourrait se faire ressentir. C'est peut-être pour ça que Raré-Chilier n'est pas encore titulaire. Je pense qu'il a besoin d'acclimatation au championnat français. Ça n'empêche pas, par contre, que il a une qualité certaine et que clairement, il a fait des choses très correctes, il les a bien faites, il s'est créé une très belle occasion en fin de match. Moi, ça me donne envie d'en voir plus, justement. Et je pense qu'il faudra peut-être encore un peu de temps, un peu d'enchaînement pour pouvoir le mettre titulaire tout de suite. Parce que le mettre titulaire, ça voudrait dire peut-être le mettre titulaire au cœur du jeu. C'est là où il est rentré, je crois, si je dis pas de bêtises, oui, parce que c'était à la place de BKBK. Donc, ça pose question de savoir est-ce que ceux qui sont titulaires vont sur le banc. Je sais pas encore. Voilà, je pense qu'il aura encore besoin de rentrer, d'apporter en tant que joker. Une nouvelle fois, j'aime bien ce rôle-là pour ces jeunes joueurs. Et puis petit à petit, encore une fois, comme Brahimi, s'il arrive à enchaîner des bonnes prestations, il aura de toute façon l'occasion de se montrer en tant que titulaire. Mais ça, justement, c'est l'avantage de Lucien Favre, c'est qu'il sait très bien gérer tout type de profil dans son effectif. Et donc, il saura faire comme il faut pour lui et pour les joueurs qui sont rentrés aujourd'hui et qui postulent à une place de titulaire dans le 11. Alors Jérémy, au risque de poser une question un peu provocante qui va déchaîner les enfers sur nos réseaux sociaux, quand on voit encore la performance au poste d'ailier gauche d'Amine Gouiri aujourd'hui, est-ce que à court terme, en attendant un renfort qu'on s'est attendu à ce poste par l'OGC Nice, est-ce qu'à court terme, en fait, Raré-Chiliès, ça ne serait pas tout simplement mieux que ce que Amine Gouiri nous propose ces dernières semaines, voire ces derniers mois? Alors moi j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que c'est vrai que bon, Raré-Chilier, il est sur la lignée de ce qu'il a montré contre la Roma et le Torino. J'ai beaucoup aimé son entrée, de ce qu'il arrive à faire. Il a un rôle assez hybride et j'étais très impressionné par sa capacité à garder le ballon. Enfin, il a perdu Ah, et aucun ouais, ballon, je crois, et incroyable. c'était impressionnant même ouais, Physiquement, il s'est pas fait trop bouger, hein, c'est effectivement. C'était ça. peut-être Et notre principale crainte, mais même dans des situations où il était même en difficulté, j'ai souvenir à un moment donné où il va sur le côté gauche, il a deux trois Toulousains autour et il arrive à garder le ballon, à la passer à Melvin Barr. Donc, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé son entrée et j'ai hâte d'en voir plus. Donc, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas aider le prochain match, pourquoi pas essayer de lui donner plus de temps de jeu et de le voir titulaire, parce que bon, on va y venir. À Mingouri, encore une fois, a fait un match, mis à part sa frappe en tout début de match à côté, un match où il a quasiment rien apporté. Donc, pourquoi pas essayer un autre joueur et pourquoi pas Rarechili qui pour le moment est bon. Donc voilà, j'ai pas envie d'enflammer pour le moment parce que pour les raisons qu'on avait évoquées lors des derniers podcasts, il faut pas s'enflammer sur ce joueur. Mais moi, je pense que pour l'instant, au vu de ce qu'il montre, pourquoi pas essayer de le mettre titulaire. bon, gardons la main, hein, sur Amine Gouiri, et même après, on pourra continuer sur Andy Delors, hein, les deux meilleurs joueurs offensifs de l'OGC Nice la saison dernière, très clairement, qui ont un peu traversé la préparation comme des fantômes. On sait que pour Amine Gouiri, ça date encore d'un peu plus loin que cette reprise-là. Donc, deux situations un peu différentes, selon moi. Commençons, Alric, peut-être par Amine Gouiri. On a du mal à voir comment ça pourrait se débloquer, même si des fois, il suffit
d'un déclic physique, mais bon là ça commence à faire 6-8 mois que les matchs se suivent et se ressemblent pour Amine Gouiri. On a du mal à voir ce qu'il pourrait faire pour inverser la tendance. En plus de ça, la question d'un départ et notamment d'un intérêt du Real Madrid commence à se poser. Est-ce que voilà, on n'arrive pas tout doucement à la fin de l'histoire d'Amine Gouiri à l'OGC Nice? Est-ce que tu gardes confiance dans la capacité du joueur à, dès qu'il va remarquer un but, ça va repartir parce que c'est un joueur d'un immense talent que personne ne peut renier effectivement? Ou voilà, est-ce que tu penses que peut-être il y a mieux à faire aujourd'hui pour lui comme pour le club? Honnêtement, je sais pas, parce que tu vois, par exemple, la toute première occasion qu'il arrive à se Mm. créer, bah, c'est une action typique à la Hemingway, c'est-à-dire que il y a une connexion avec Kefren Turam, il y a une prise, il prend sa chance en première intention, ça passe très peu à côté du but, et là tu te dis, ok, bah, c'est ce qu'on aime voir de d'Hemingway, c'est ce qu'on aime voir de son côté collectif et surtout de son côté un peu insouciant. Et à côté de ça, je me suis dit, bah ok, il a pas marqué, mais ça augure de bonnes choses pour la suite du match. Et puis en fait, non. En fait, un peu à l'image aussi d'Andy Delors, il m'a semblé un peu perdu sur le terrain. Il n'arrivait pas à faire des différences. Il s'est fait pas mal bouger par les défenseurs toulousains qui, eux, ont pleinement su le museler. Honnêtement, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je sais pas trop parce que c'est un joueur pétri de talent qui peut apporter plein de choses parfois sur un rien d'action et puis qui peut aussi traverser des matchs sans rien montrer ou alors très très peu. En termes de départ ou d'intérêt du Real Madrid, je sais qu'en début de match, les journalistes d'Amazon Prime lui ont posé la question un peu de manière brute à Jean-Pierre River, qui a clairement dit que il avait vu aussi des rumeurs, mais qu'il avait jamais reçu de coup de fil du D'offre. Real Mm. Madrid. Voilà. Euh, Écoute, je sais pas. Je veux pas envie d'inventer une réponse de pseudo-spécialiste que je suis pas. Je sais pas. J'aimerais le revoir à son meilleur niveau, mais là, c'est clair que ça commence à faire un peu long. Je ne sais pas du tout quelle serait la bonne solution pour lui. Jérémy, pour Andy Delors, hein, parce que on a commencé à en parler avec Alric, c'est difficile également. Alors on sait que la saison dernière, il lui avait fallu aussi quelques matchs et qu'il était monté en puissance tout au long de la saison jusqu'à nous faire ce final à couper le souffle et porter l'équipe à lui tout seul vers une qualification européenne. Est-ce que pour toi, voilà, c'est le temps de remettre de l'essence dans la machine, le temps de s'habituer à un nouveau football aussi? On l'a vu quand même beaucoup plus seul en pointe que ce qui pouvait être dans le 4-4-2 de Christophe Galtier, ou est-ce que c'est une incompatibilité tactique avec le projet de Lucien Favre? Comment tu vois les prochaines semaines d'Andy Delors à l'OGC Nice? Alors j'ai plus l'impression que c'est lui qui est passé à côté de son match. Alors je vais pas le critiquer parce que je pense que, enfin Ça c'est arrive à tout le monde, de surtout toute voilà, façon, de passer à voilà et côté en d'un plus match. On n'enterre personne après une rencontre, bien sûr. c'est ça. En plus, j'oublierai jamais le fait que je pense que la place qu'on a en Conference League, elle est en grande partie grâce à Mhm, lui cette bien année. sûr. Donc sur ce match-là, ouais, je pense que c'est peut-être un petit peu mauvais match sous notre maillot, peut-être le plus mauvais même. Malheureusement, parce qu'il a loupé pas mal d'occasions et même il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de passes où, enfin, j'ai l'impression qu'il n'était pas là, enfin, il n'était pas en dedans. J'ai souvenir d'un moment où il y a Jean-Claire Todibo qui fait une percée sur tout le terrain, qui revient et qui centre, qui lui fait un bon centre. Il a le temps de se préparer et puis il loupe son contrôle et puis il s'en mêle un peu les pinceaux. Donc c'était un petit peu à l'image de son match où j'ai l'impression qu'il était un petit peu, ouais, il était pas dedans. Après, je pense, je suis pas vraiment inquiet pour Andy Delors. Je pense que ça reste un super attaquant. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense que ça va aller mieux. Après, c'est vrai que du fait que la tactique ait beaucoup changé l'année dernière, parce que l'année dernière, il jouait avec soit Casper Dolberg, soit Mingouri à ses côtés. Là, il est un peu plus esselé en attaque. Peut-être qu'il doit se réhabituer à ça. Mais moi, je me fais pas de soucis. Contrairement plutôt à Mingouri, moi, pour Andy Delors, je me fais aucun souci, par contre. Ouais, je rejoins plutôt Jérémy sur ça. Je pense qu'il a plus raté son match. Après, au début, j'ai plutôt eu tendance à me dire que tout seul devant, c'était peut-être quelque chose qui lui convenait pas tant. Mais après, quand je regarde un petit peu les percées qu'on a pu faire, notamment en fin de première mi-temps, où on a réussi à adresser des centres, des bons centres, c'est plutôt lui qui a pas su quoi faire du ballon et qui s'est raté. Je pense notamment à cette frappe bah, qui en est pas une puisqu'il a totalement raté le ballon.
alors qu'il était idéalement placé au centre de la surface de réparation. C'est typiquement le genre d'occasion que l'année dernière, il aurait réussi à mettre au fond. Enfin, c'est le type de ballon qu'un attaquant comme lui aime avoir. Donc je pense voilà que pas besoin de l'enterrer tout de suite. Il a raté son match, ça arrive. Hein, Mhm. je pense que les conditions aussi n'étaient peut-être pas au top niveau pour tout le monde, hein, parce que bah, on peut souligner le match de Toulouse parce qu'il a fait un très bon match, mais qui a baissé le pied en second mi-temps, notamment physiquement. Et je vais retenir la phrase de Aaron Ramsey lorsqu'il a été interviewé par Amazon Prime. Ouais, j'ai fait une bonne rentrée, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Ouais. Et clairement, bah, ça a peut-être joué sur un joueur comme Andy Delors, qui a pas eu beaucoup l'occasion de toucher le ballon et qui a fait beaucoup de déplacements dans le vide. Ça l'a peut-être un peu cramé physiquement. Donc à voir sur les prochains matchs. Bah, on sait que c'est un joueur qui s'est nourri aussi vraiment de la concurrence qu'il y avait l'année dernière Ouais, à ce aussi. poste-là. Aujourd'hui, il y en a moins, voire même pas du tout à son poste de numéro 9. Voilà, on sait également que c'est un objectif du mercato de l'OGC Nice, donc très prochainement, ça pourrait aussi se régler et un peu le nourrir. On sait que voilà, hein, c'est un compétiteur hors pair, je pense, Andy Delors, et il fera sans nul doute une excellente saison, en tout cas son maximum cette saison à l'OGC Nice. Messieurs, je voudrais pour terminer cette émission vous donner la parole un peu sur le sujet de votre choix pour terminer. Je vais commencer si vous me l'autorisez. Ouais. Je voudrais parler du match de Jean-Claire Todibo sur lequel je pense il n'y a rien à dire si ce n'est de nouvelles félicitations. On se posait la question, si vous vous souvenez, en courant de saison dernière, mais également lors du dernier numéro sur la page Mercato et notamment l'arrivée de Mattia Vitti. Est-ce que Jean-Claire Todibo allait être capable d'être le patron de cette défense et d'accompagner un jeune défenseur central comme Mattia Vitti à la place de Dante? Et ben peut-être qu'aujourd'hui on a assisté au premier match où du coup le patron s'inverse un peu dans cette défense centrale. C'est Dante qui est un peu plus en difficulté et Todibo qui a tenu la baraque pour quatre joueurs en défense. Et vraiment, je trouve qu'un tel début de saison avec la préparation et ce match-là, on a vraiment hâte de voir la suite. Et écoutez, je pense que c'est pas loin d'être notre meilleur joueur. En tout cas, je pense avec Kefren Turam, c'est clairement les deux meilleurs joueurs de l'effectif de l'OGC Nice aujourd'hui. Clairement, il est indéboulonnable avec Kefren Turan dans le 11 à l'heure actuelle. C'est sûr. Il a été impressionnant. Il a fait le travail, comme je l'avais dit, pour deux, voire trois. Donc non, c'est incroyable. Et j'espère qu'il pourra être au niveau comme ça toute la saison. Voilà. Ouais, aussi, je trouve que bon, en première mi-temps, je pense que s'il n'y a pas Jean-Claire Todibo, on ne rentre pas à 1-0. Donc je Mm. pense que sur ce match-là, oui, on lui doit beaucoup. Il est sur la lignée de sa saison dernière qui avait été, je trouve, excellente. De toute façon, après, voilà, c'est vrai qu'on a souvent les mêmes noms qui reviennent, mais c'est vrai que c'est souvent Kefren Turam, Jean-Claire Todibo. Bon, là, sur ce match-là, Andy Delors est passé au travers, mais de toute façon, c'est ces trois joueurs-là, pour moi, qui nous ont tenus la saison dernière, surtout quand ça allait pas. Et donc, bon, Jean-Claire Todibo, qui est clairement pour moi, le joueur avec Efren Turam qui ne peut pas sortir du 11. C'est vraiment un excellent défenseur, je trouve. Il arrive à mettre tout bout à bout. Je pense que son arrivée à Nice lui a fait vraiment beaucoup de bien et qu'il exprime son plein potentiel. Donc moi, ouais, je suis très content de l'avoir. En plus, il y a beaucoup de fois où il a vraiment monté de la grinta pendant le match. Je parlais de sa montée tout à l'heure où il traverse le terrain tout seul. 80 mètres balle au pied Voilà, est facile en voilà. plus, hein. Il perd pas le ballon, il la récupère après, il fait un centre. Je veux dire, c'est un joueur qui est très bon et je suis vraiment très content de l'avoir dans l'effectif. Ça, c'est sûr et certain. Un autre point à souligner, Jérémy, qu'on n'aurait pas encore indiqué dans cette émission. Moi, je suis juste un tout petit peu déçu de ne pas avoir vu Alexis Claude Maurice. Alors Mm. bon, j'espère qu'on le verra peut-être dans les autres matchs, mais c'est peut-être aussi un point positif. Ça montre qu'on a déjà un bon effectif et un bon banc aussi, parce que tous les joueurs qui sont entrés sont des bons joueurs et nous ont apporté. Et se dire qu'après on a par exemple Youssef Attal ou Alexis Claude Maurice qui ne sont pas entrés, ça veut dire qu'on a un effectif assez riche. Mais je me dis que peut-être pourquoi pas au milieu de terrain, Alexis Claude Maurice aurait peut-être fait du bien aussi dans les moments où on était en difficulté, on avait du mal à garder le ballon, peut-être qu'il aurait fait du bien. Donc à voir si on le voit un peu plus sur les prochains matchs. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir vu. Mais bon, on peut pas voir tout le monde sur un même match, donc c'est pas grave. Alric, un dernier Ouais. point sur cette rencontre face au TFC.
Alors moi, c'est pas forcément que sur cette rencontre, ça sera peut-être un peu plus global pour l'avenir. Je m'interroge, je fais totalement confiance à Lucien Favre sur ce point, mais je m'interroge sur la hiérarchie des gardiens. Parce que j'étais très content de voir Boulka sur le terrain dans la continuité de sa préparation, mais il est clair que j'ai aussi envie de voir ce que peut apporter Kasper Schmeichel sur le terrain. Et je m'interroge un petit peu sur la gestion de ces deux gardiens, parce qu'il n'y a pas vraiment, j'ai l'impression, de hiérarchie établie. En tout cas, c'est ce que m'a laissé penser les commentaires des journalistes de Amazon Prime, qui ont clairement dit qu'apparemment, il n'y avait pas de hiérarchie affirmée. Et bon, bah, on avait vu que ça n'avait pas fait que des heureux à Paris, notamment avec Donnarumma et Navas. J'aimerais pas que ça fasse la même chose du côté de l'OGC Nice. Donc voilà, je m'interroge un peu sur ce point-là. Des éléments de réponse probablement face à Strasbourg la saison prochaine. Là, Kasper Schmeichel venait d'arriver dans la semaine. Ça aurait été vraiment un message un peu horrible à envoyer Ah oui, à non, non, mais je Marcin parle pas Bulka pour de ce le match-là, sortir de je suite. parle Non, pour non, l'avenir. je Je parle comprends surtout pour Alric, l'avenir. mais voilà, on aura peut-être un début de réponse en fonction de qui sera le titulaire sur sur le prochain match. Le week-end prochain, l'OGC Nice fait sa rentrée officielle, ça y est, à l'Alliance Riviera en recevant Strasbourg, une rencontre voilà qui sera déjà importante face à une équipe fort séduisante et plutôt surprise de la saison dernière. Le calendrier décidément très compliqué avec de ce mois d'août. On sait également qu'il y a le barrage européen. On connaîtra notre adversaire après le barrage retour du 11 août. Pour l'instant, avantage au Maccabi Tel Aviv qui a gagné le match aller 2-0 face à l'Arif Salonique. Retour en Grèce à venir jeudi prochain, le 11 août. D'ici là, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux @_Avantinissa sur Twitter, sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, tout ça. Je pense que vous connaissez déjà. Pour la plupart, si vous écoutez cette émission, vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, à la chaîne YouTube Sports Content également. Lâchez un petit commentaire, une petite note si ça vous a plu. Et puis, on est à votre disposition de toute façon sur les réseaux sociaux si vous avez la moindre remarque à faire. On va essayer de faire également nos numéros spéciaux Mercato, parce qu'on n'a pas encore parlé de Aaron Ramsey et de Mattia Vitti. C'est un peu compliqué de trouver des invités, mais on va trouver ça et de trouver un peu également le temps dans ce programme chargé cet été, mais ça va venir. Et puis, on avait bien noté déjà la dernière fois aussi toutes vos suggestions d'émissions. On en fera probablement quand le calendrier nous le permettra, et puis quand il y a la Coupe du Monde qui arrivera aussi très vite ça arrive déjà dans 3 mois. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission avec moi. Merci de votre fidélité, merci de votre Merci à pertinence, toi. de votre présence comme Merci à toi. d'habitude. On se retrouve très vite dans un nouveau numéro d'Avanti Nissa. Et d'ici là, Issa Nissa. Et ça dit Et ça, ça. ça.